On se préoccupe en tant qu'évangélique de notre vie spirituelle, notre vie éternelle. Bon, on parle un petit peu moins de notre corps mortel, mais c'est quand même une réalité, c'est que ce soit notre succession ou que ce soit nos proches qui décèdent, bon, on est, pas pour dire on est pris avec le corps, mais il faut quand même respecter, il y a quand même un corps à disposer, etc. Alors, le comité cimetière a voulu organiser une soirée d'information parce que, comme notre pasteur nous a mentionné ce matin, on a un projet d'achat d'un columbarium, mais on veut que la soirée dépasse un petit peu plus l'information relative au columbarium. Ça peut être les différentes étapes, par exemple, lors du décès, qui contacter, comment est-ce que... Fait que on a le privilège d'avoir des spécialistes avec nous ce soir. Alors, ils vont vous emmener de l'information, mais vous allez avoir, après chaque présentation, un temps de questions. Souvent, c'est ça qui est le plus important, souvent. On répond à des questions. Alors, moi, je suis vraiment néophyte là-dedans, là, même si je suis le comité cimetière, là, c'est pas ma tasse de thé. Mais comme j'ai dit, il y a des gens qui sont bien au parfum de ce qui se passe, comment que ça se passe, etc. Alors, au lieu d'être dépourvus puis embarrassés lors d'un décès puis pris de court, bien, c'est à tête reposée comme ça qu'on peut, à partir d'une soirée comme ça, en parler avec nos proches, etc., pour que ça puisse initier une réflexion. Alors, j'ai mis un ordre du jour afin que, finalement, des fois, vous pouvez avoir des questions, mais c'est des questions que, de toute évidence, vont être répondues un petit peu plus tard en soirée. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai mis un ordre du jour. Alors, c'est ça, je vais faire une présentation de notre cimetière. Ça va être situé, ça va aussi où le jardin des cendres va être situé dans le cimetière, là, d'une façon générale, mais c'est pas très long. Après ça, il y a les différents services qui sont proposés par les salons en général, les différentes façons aujourd'hui de disposer du corps. Ça, c'est Mme Bergeron des salons funéraires Masca, qui n'est pas loin d'ici, qui va nous faire une présentation là-dessus. Puis après ça, il va y avoir une période de questions. Ensuite, il y a la présentation de notre projet comme tel d'acquérir le columbarium par Mme Rochon des Mausolées-Carrier. Alors, il va y avoir un PowerPoint, puis elle aussi va répondre à vos questions. Ensuite, Mme Cécile Buchon va nous présenter les différents choix d'inhumation qu'on offre à notre cimetière, puis les coûts aussi. Fait que, d'ailleurs, j'ai des photocopies là, de ces acétates. Alors, ils sont distribués. Vous pourrez marquer, il y a des places pour annoter tout ça. Fait que vous pouvez inscrire l'information que vous jugez pertinente. Vous repartez avec cette feuille-là. Et ensuite, je vais vous présenter un résumé, un tableau comparatif. À la fin de tout, après la présentation, un peu quelles sont les étapes s'il y a inhumation, quelles sont les étapes s'il y a incinération, c'est ça. Alors, puis le point 6, il est pas, je l'ai oublié un petit peu, mais il va y avoir un sondage qu'on va vous distribuer brièvement. C'est un sondage qui n'est pas très long, mais on aimerait ça que vous puissiez le remplir. Puis à votre place, puis après ça, bien, quand vous l'avez rempli, vous pouvez passer au goûter à ce moment-là, puis échanger, puis compléter là, les informations, les questionnements là, avec les personnes là, tantôt. Ça va? OK. Alors, j'ai pris quelques photos. C'est presque en direct. Je suis allé prendre des photos hier du cimetière. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est des photos du passé ou du futur que ça va avoir l'air. C'est des photos d'hier, il faisait soleil, etc. Alors ça, vous reconnaissez probablement le local principal de SEM. Puis ici, vous regardez, là, près du camion blanc, il y a la voie ferrée complètement à droite. Vous voyez un petit peu, il y a une clôture frost, là, mais c'est surtout, il y a des arbustes
Fait qu'on la voit plus ou moins, mais ça délimite notre cimetière. Fait que finalement, notre cimetière il est à côté du terrain du local principal de SEM présentement. Alors, vous savez, là, c'est au bout du boulevard La Framboise. Vous êtes pas mal tout au courant de ça. Ça, c'est une photo que j'ai prise hier d'une partie du cimetière. C'est vu du chemin. Il y a un petit cul-de-sac là, qui passe, un chemin qui passe juste en avant du cimetière. Alors, le cimetière est clôturé tout le long. Ça, c'est une portion du cimetière. Ensuite, j'ai... ça, c'est une portion du cimetière encore. J'ai pris cette photo-là parce que pour vous montrer que même si on vous présente le projet de columbarium, c'est pas parce qu'il n'y a plus de place dans le cimetière. Au contraire, il y a de la place en masse. Puis il y a même une ou des slabs de ciment qui sont là pour mettre les pierres tombales. Fait qu'il y a de la place en masse là, pour les tombes, puis etc. Là. Mais on vous présente quand même, je voulais quand même vous montrer qu'il y a de la place dans le cimetière. Puis si on fait un jardin des cendres, c'est pas parce qu'il n'y a pas de place. Là. Ensuite de ça, l'autre acétate, c'est pour vous montrer, donner une petite idée où c'est que le jardin des cendres va être. Vous voyez, là, ça, c'est une photo de l'entrée, là, puis la porte, là, en tout cas, elle pointe dans une certaine direction. Si vous avancez, là, une cinquantaine de pieds dans cette direction-là, c'est pas mal là qu'elle va être à gauche de l'entrée du cimetière. Là, le jardin des cendres va être situé à peu près là. Je vais tout de suite passer le micro à Mme Bergeron, qui va vous répondre à des questions. Est-ce que vous avez d'autres questions d'ordre général? La pérennité du cimetière, bien, je ne sais pas si c'est si fréquent que ça qu'il y a des cimetières qui se déplacent, là. Peut-être des vieux cimetières, là, des années 1800 ou quelque chose, mais non, c'est vraiment pas dans notre intention, là. On regarde l'avant, puis comme vous allez voir aussi tantôt, c'est la pérennité du cimetière, ça va un petit peu avec l'entretien, puis la vitalité du cimetière, à savoir s'il y en a qui régulièrement qui sont enterrés là. Alors, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un besoin, plus il y a un effet d'entraînement, plus il y a des gens qui louent des terrains, plus on a des sous pour entretenir le cimetière, plus le cimetière est entretenu, plus il est beau, plus les gens sont intéressés à aller se faire enterrer là, puis il y a un effet d'entraînement. Autant d'un côté puis de l'autre aussi. Il faut que vous soyez conscient de ça. Fait qu'on ne peut pas garantir que dans 100 ans, il va être encore là, mais on s'enligne, je pense, de toute évidence. Il y a avec les baby boomers puis tout ça, là, il va y avoir une demande là, pour que les gens se fassent enterrer quelque part. Là. Puis, entre autres, pour un columbarium aussi, parce qu'il y en a de plus en plus qui se font incinérer aussi. Fait qu'on voit ça, c'est la raison pour laquelle il faut considérer cette avenue-là aussi. Là, on va de l'avant, on a un projet, on veut vous le présenter. Vous pouvez rester positif. Puis je pense que l'effet d'entraînement là va. Si on regarde, il y a environ une trentaine d'années, ce cimetière-là, tu m'aurais posé la question, est-ce qu'il y a de l'avenir? Ça aurait été inquiétant. Mais là, aujourd'hui, là, les photos que vous avez vues, là, il y a des gens qui les regardent, puis il est de plus en plus visible parce que l'environnement, vous voyez que les bâtisses, ils ont mis à terre, puis ça va être de plus en plus joli, moderne, puis visible probablement, même s'il y a une voie ferrée, là. Fait qu'il y a quand même Moi, je suis bien positif. 99 ans, une location. Enfin, on parle de vendre des lots, c'est toujours une location. Hein? Je me suis fait dire ça. C'est une location, 99 ans. On ne vend jamais rien dans un cimetière, ça a l'air. Fait que, sans plus tarder, je vais laisser... j'invite Mme Bergeron, qui a bien voulu accepter. Ça nous fait vraiment plaisir parce que
on est démunis au niveau des questions, là. Je comprends ça. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté que je vienne vous présenter, c'est-à-dire vous parler un peu qu'est-ce qu'on fait au niveau des salons funéraires. C'est un sujet, un domaine qui est un peu tabou. Alors, ça nous fait toujours plaisir que vous connaissiez qu'est-ce qu'on fait. Alors, je me nomme Ginette Bergeron. Je suis directrice générale de la coopérative funéraire Saint-Hyacinthe, la résidence funéraire Masca qui est pas très loin d'ici. Je suis accompagnée de Michel Duval. Alors, Michel est animateur de cérémonie chez nous. Il est aussi brancardier. Alors, nous, un brancardier, c'est quelqu'un qui fait les transports des défunts. Alors, les sujets qu'on va voir rapidement aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'un décès? Les modes de disposition du corps, les services funéraires disponibles, les rituels, à quoi ça sert de prendre des préarrangements funéraires. Je vous ai monté également 2 contrats de services funéraires, comment est-ce que ça peut coûter. Et ensuite de ça, je vais vous présenter mon équipe et nos installations. Alors, qu'est-ce qui se passe lors d'un décès? Notre rôle à nous. Mais avant ça, au moment du décès, la première action qui se fait, c'est que le médecin doit attester que la personne est décédée. Alors, si vous avez quelqu'un qui décède à la maison, il faudra à ce moment-là aviser les autorités médicales que vous avez quelqu'un de décédé à la maison. Alors, il y a quand même, je vous dirais, 5% des gens qui décident de finir leur vie chez eux, ce qu'on voyait moins dans le temps. Mais maintenant, ces années-ci, c'est comme ça. Mais il y a 95% des gens qui décèdent à l'hôpital ou, comme à l'Hôtel-Dieu, dans une maison de fin de vie. Alors, une fois que ça c'est fait et que vous avez choisi la maison funéraire avec laquelle vous voulez faire affaire, à ce moment-là, notre rôle, on embarque. Alors nous, c'est nous qui prenons charge de la personne qui est décédée avec l'autorisation tout de suite de s'en occuper. L'autorisation, elle est verbale. Vous nous dites, oui, vous pouvez aller voir le corps, aller chercher le corps. C'est sûr que notre question, ça va être de vous dire, est-ce que toute la famille a vu le défunt ou la défunte avant qu'on aille chercher le corps? Parce qu'après 18 heures, vous ne pourrez plus être en contact avec la personne qui est décédée s'il n'y a pas eu embaumement ou crémation, etc. La deuxième chose, on vous rassure sur les étapes à suivre. Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est de rencontrer un de nos conseillers aux familles. Au moment de la rencontre du conseiller aux familles, on va vous demander de signer des documents. Alors, la déclaration du décès, la commande de certificat de décès, l'attestation aussi, on va avoir besoin de l'attestation du médecin, qu'on va avoir également en copie. On va s'occuper également de tout ce qui est régie des rentes, ce qu'on appelle également dans le jargon la pension de la veuve ou la pension du veuf. Alors, s'il y a une question tout de suite qui dit « Est-ce que quand on fait des préarrangements funéraires, on a droit aux 2500 ?» Oui, on a le droit. Le 2500, il faut avoir 2 raisons pour l'avoir. Premièrement, avoir cotisé au Québec et deuxièmement, être décédé. Alors, à partir de là, oui, je sais, c'est drôle, mais c'est ça pareil. Alors, à partir de là, oui, vous pouvez avoir le 2500, même si vous avez fait des préarrangements funéraires. Ça va? Ensuite de ça, on s'occupe de l'organisation de la funéraille. Les expositions, les rituels, le choix des signets, les fleurs, les avis de décès. C'est avec le conseiller aux familles que toutes ces décisions-là vont se prendre. Est-ce qu'il va y avoir un buffet, une réception, etc. Notre mission à la coopérative funéraire, c'est de s'assurer que le budget des familles soit respecté, ainsi que les volontés connues de la personne qui est décédée. Combien de procédés existe-t-il pour disposer de notre corps? 1. Il y en a 3. Le premier, c'est l'incinération. Alors, tout le monde connaît le procédé d'incinération.
Le deuxième, c'est la thanatopraxie, qui est communément appelée l'embaumement. Et le troisième, qui est un peu moins connu, c'est l'aquamation. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de l'aquamation? Oui. Est-ce que vous voulez que je l'explique ou... Oui, ça serait intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bouteille d'eau? Tout le monde est allé à la mer et tout le monde a marché sur la grève et a vu des squelettes de poissons. C'est arrivé à tout le monde. Alors, le processus de la mer, c'est un peu semblable au processus de l'aquamation. Une fois que l'eau saline frotte avec le mouvement de la vague, un corps inerte, parce que la première chose, il faut être décédé, parce que le processus ne fonctionne pas comme quand vous allez à la mer. Vous sortez de la mer, mais il n'y a rien qui s'est passé. Alors, le processus, c'est le mouvement de l'eau avec un corps qui est inerte, fait comme dans la mer, détacher les chairs, les muscles et les organes du squelette. C'est le même processus. Alors, c'est une eau qui est alcaline. Le processus dure 9 heures. 9 heures de temps. Ça ne va pas aussi vite comme je le fais, là. C'est vraiment très... Puis, on a de l'eau à peu près un petit peu plus qui couvre le corps à peu près. Un petit peu plus que le corps. Ensuite de ça, les gens, parce qu'il y a des gens aussi qui sont plus pudiques, on ne peut pas aller en aquamation si on n'est pas nu. Il faut être complètement nu. Il faut que le corps il soit complètement déshabillé, contrairement à l'incinération, où ce que dans nos boîtes, on peut mettre des objets, du linge, des photos, ce que les familles choisiront. Mais en aquamation, c'est sûr que le corps il est complètement nu pour que le processus puisse fonctionner. Ça prend 9 heures, je l'ai dit tantôt, et une fois que le processus est terminé, le squelette est retiré et est mis dans un endroit pour sécher. Ensuite de ça, les os sont broyés. Alors, contrairement à l'incinération, ça va faire des cendres un peu plus grises, tandis que l'aquamation, ça va être vraiment couleur os. Alors, de la poussière qui est plus beige. Alors, ça, c'est le processus. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ou j'ai été pas mal claire? C'est une substance alcaline. C'est pas chimique. C'est comme plus salé, comme l'eau de mer. Alors, c'est vraiment cette substance-là plus salée qui fait en sorte que les chairs puissent se détacher avec le mouvement. Pareil comme la mer. Ça se décompose et c'est mis dans les résidus, parce que c'est un chose de résidus. Puis, ces résidus-là, ben, on les envoie dans des places au Québec, oui, et qu'eux autres vont faire la destruction de ce qui va rester, là, des organes ou autres. C'est pas envoyé dans l'eau comme on pense aussi. Oui. Le but, c'est surtout écologique, parce que c'est beaucoup plus écologique de faire fonctionner ce système-là et surtout d'utiliser de l'eau que d'utiliser les vapeurs qui provoquent l'incinération, là. Le CO2 là, qu'on utilise pour l'incinération. Les frais les plus dispendieux, c'est la thanatopraxie, c'est l'embaumement. L'aquamation, en principe, ils ont sorti ce processus-là pour que ce soit moins dispendieux. Par contre, il y a 2 maisons funéraires qui utilisent l'aquamation, la maison funéraire Le Sieur de Granby et la coopérative de l'Abitibi. Alors, vu que nous, on est plus dans l'environnement de Granby, vu qu'ils ont le monopole, c'est pas moins cher. Est-ce que lorsque quelqu'un a manifesté l'intérêt pour que l'incinération, est-ce qu'il est obligé, s'il veut se faire exposer, d'être embaumé en plus? La réponse, c'est oui. Il est obligé d'être embaumé. Sinon, on ne peut pas être en contact avec le corps après 18 ans. Il nous est arrivé aussi chez nous que quelqu'un disait
moi, je ne veux pas être embaumée, ça va être le cercueil fermé. Malheureusement, ils n'ont pas pu être en contact avec le corps. Alors, ils ont fait la cérémonie sans le cercueil. Ils ont vu juste sortir le cercueil pour le cimetière. Et ça, c'est une loi, on est obligé là, de se soustraire à cette loi-là. Par contre, notre rôle, c'est d'informer la famille de toutes ces lois-là puis de ces conditions-là. Ça va? À ce moment-là, disons, ma fille vous prévient, est-ce qu'on vient chercher mon corps à Toronto ou vu que c'est une autre province, vous ne pouvez pas? Oui, on va aller chercher votre corps à Toronto. Par contre, il va y avoir une condition avec le coroner, vu qu'il y a un transfert de province, mais ça, c'est nous qui s'en occupons. Votre fille nous appelle, puis on s'occupe du reste. Évidemment, il y a des frais supplémentaires. Nous, les coopératives, c'est pas dans notre axe de toujours charger des frais supplémentaires. C'est pas dans notre axe. Par contre, c'est possible qu'on utilise la coopérative la plus proche du décès. Alors, c'est elle qui va agir en premier, puis ensuite, on va s'organiser pour aller chercher soit le corps ou les cendres. Et encore plus loin, puisque j'ai un fils en Europe, donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en France? Si je décède en France, alors qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement contente que vous ayez la question parce que je ne voulais pas oublier d'en parler. Comme je disais tantôt, avant d'aller chercher le corps, on s'assure auprès de la famille que tout le monde a vu la personne qui est décédée. Alors, si votre fils manifeste le soin de vous voir et qu'il est dans le 18 heures, à ce moment-là, on n'ira pas chercher le corps à l'hôpital tant et aussi longtemps qu'il ne vous aura pas vu. Et ensuite de ça, on va aller le chercher aussitôt qu'on a l'autorisation de la famille. Non, mais moi, disons que je meurs en France, une mort subite en France. Okay. Je suis en voyage là-bas et je meurs subitement en France. Donc, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Alors, si vous décédez subitement en France, là, on va téléphoner à l'ambassade. Votre fille va nous appeler. On va s'organiser avec l'ambassade pour récupérer le corps. Parce que là, il y a un corps qui s'en vient dans un autre pays. Alors, ça se fait de cette façon-là. Il peut y arriver que pour des conditions, mettons, je ne sais pas de quelle façon vous pourriez décéder, mettons, en France. Il pourrait y arriver que les Français décident qu'il faut absolument vous faire la crémation là-bas ou faire, mettons, l'embaumement là-bas. Ça nous est déjà arrivé. Puis à ce moment-là, c'est nous qui regardons avec eux pour les frais, vu que vous avez déjà des préarrangements chez nous. Mais si vous n'auriez pas de préarrangement, à ce moment-là, ces frais-là seraient payés par la famille de toute façon. Est-ce que ça vous rassure? C'est vrai, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent le docteur Barnabé. Il était pédiatre, oui. J'ai fait ses préarrangements vendredi et quand il est arrivé dans mon bureau, il a dit « Ginette, il y a 2 choses qui sont sûres dans la vie. 1, tu vas mourir ou tu vas payer de l'impôt. » Il a raison. La résidence funéraire Masca, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est toute l'importance de faire un rituel au moment du décès. Alors, je sais que vous êtes ici parce que au moment de votre décès, vous allez pouvoir faire une cérémonie ici à l'église. Nous, à la résidence funéraire Masca, on a une autre sorte de rituel qui ça s'appelle des cérémonies personnalisées. Alors, je vais laisser le micro à Michel, parce que Michel est animateur de cérémonie chez nous, et Marc Perrault, probablement que plusieurs d'entre vous le connaissent. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Moi, ça va être très court. C'est simplement de vous parler de la portion cérémonie personnalisée. Il faut dire qu'en chapelle, chez nous, on offre des cérémonies religieuses. D'ailleurs, M. Rodier est venu chez nous. C'est là que je l'ai rencontré. Il n'y a pas si longtemps, on s'est rencontrés. Et puis, on offre également des cérémonies personnalisées qu'on appelle cérémonies laïques. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'au niveau des cérémonies laïques, il y a 4 éléments de nos cérémonies. D'abord, le premier élément qu'on appelle, c'est la prise de conscience du deuil.
cercueil, c'est la reconnaissance de la personne. C'est à ce moment-là qu'on lui rend hommage. C'est une étape qui, par le silence, le recueillement et la musique, ça nous permet de nous apaiser. D'abord, la musique permet de nous apaiser et ça nous permet également de partager plein de souvenirs avec la personne. Dans cette deuxième étape de la cérémonie, c'est le rituel que l'on appelle le toucher de l'urne ou le toucher du cercueil. C'est l'occasion à ce moment-là de lui dire un dernier au revoir, de dire un dernier merci à la personne, de remercier la vie également, d'avoir connu cette personne-là avec tout ce qu'elle nous a laissé. Il y a également un troisième élément de la cérémonie qu'on appelle chez nous le rituel de la bougie. C'est là où la famille souffle la bougie de la vie pour, de façon symbolique, laisser partir la personne, accepter de laisser partir la personne de façon à ce qu'elle puisse s'envoler puis continuer à veiller sur nous. Et finalement, la dernière étape de la cérémonie, c'est ce qu'on appelle l'héritage. C'est l'invitation à la solidarité de tout le monde, du soutien à la famille, de continuer à soutenir la famille, de reconnaître qu'il y a une vie qui a bel et bien été vécue. Et également, l'héritage, c'est de façon à faciliter le retour à la vie quotidienne après le décès. Parce qu'évidemment, il y a un décès, mais il y a également, dans une cérémonie, ce qui est important, c'est les personnes qui restent. Ça aussi, c'est aussi très important. Et c'est pour ça qu'on parle d'héritage, on parle des valeurs, puis on parle évidemment de l'avenir. Puis l'avenir, ben, c'est ceux qui nous suivent, nos enfants, nos petits-enfants. Donc, on tient compte de ça. Alors, en somme, les cérémonies qu'on fait, ce sont des belles cérémonies et c'est toujours fait avec beaucoup de respect et de dignité au niveau des cérémonies laïques. Et ça nous fait toujours plaisir d'accueillir M. Rodier pour les cérémonies religieuses chez nous. Alors, ça me fait vraiment plaisir de le voir aujourd'hui. Alors, c'était un petit peu le bout des cérémonies. Petite chose que, avant de redonner la parole à Ginette, je peux juste vous dire qu'on va laisser à M. Gadebois petit pamphlet qui s'appelle « Planification en cas de décès ». C'est un petit rappel ou c'est un petit aide-mémoire des deux côtés. Lorsqu'arrive un décès, à quoi il faut penser? Un petit peu ce que Ginette vous explique, mais c'est un petit aide-mémoire, un petit résumé. Alors, ceux qui en veulent, on va en laisser, là, on en a un paquet, on va en laisser à M. Gadebois. Alors, ça peut vous aider, si jamais il arrive quelque chose, là, de vous rappeler les éléments. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que je viens de dire? C'est assez... Oui, on a une question. Vous avez raison. Il mentionnait que tout était excellent chez nous. Non, c'est pas ça. Hein? C'était très beau. OK. Vous mentionnez que tout était très beau, mais effectivement, c'était petit au niveau de l'espace et tout ça. Ce que je dois vous dire, moi, ça fait 1 an que je fais des cérémonies et ce qu'on semblait dire, c'est que les cérémonies, les familles semblaient rapetisser. Puis il y avait des décès, puis c'était des tout petits groupes. Ce qu'on s'aperçoit depuis 6 mois, c'est que les groupes grossissent ou, je sais pas, les familles s'élargissent, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, effectivement. Alors, c'est un heureux problème, mais effectivement, je vais vous avouer que les dernières que j'ai faites, il a fallu rajouter des chaises, mettre des gens à l'extérieur avec des chaises parce que je ne sais pas pourquoi. Il y a effectivement beaucoup de monde. Mais on en prend note puis on va s'améliorer là-dessus. J'ose pas vous inviter parce que c'est jamais drôle de venir chez nous, mais quand vous viendrez, j'espère qu'on va avoir plus d'espace pour eux. Alors, je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais repasser la parole à Ginette qui va venir terminer au niveau des funérailles. Les services funéraires disponibles, qu'est-ce qu'on peut choisir, qu'est-ce que notre famille peut choisir à notre décès? Alors, il y a les formalités légales et administratives que je vous ai parlé tantôt, la déclaration de décès, la demande de certificat de décès, la régie des rentes, l'annulation de la carte d'assurance maladie, l'annulation de la carte d'assurance sociale, si vous avez un permis d'arme à feu. C'est pas mal tout ça au niveau légal. Au niveau des formalités administratives, bien, toute la préparation des avis de décès, toutes les commandes qu'on doit faire aussi également pour les funérailles, faire l'organisation avec le pasteur ou le curé. Alors, c'est tout pris à nos charges, à nous, du côté organisation. S'occuper du transport des défunts, la crémation, si c'est le choix de la famille ou si c'était les volontés du défunt, l'embaumement, l'aquamation. Si vous choisissez un cercueil en bois ou en acier ou un cercueil de location ou encore une urne, le directeur de funérailles, qu'il soit en chapelle ou en église,
les salons pour le temps de condoléances avec l'exposition du cercueil ou les cendres, soit une cérémonie personnalisée, c'est-à-dire dans notre chapelle animateur ou que ce soit une funéraille religieuse, le corbillard, les porteurs avec la voiture d'accompagnement et la descente de fosse si on s'en va en cimetière. Les raisons pourquoi on va demander un préarrangement funéraire, les raisons qui font en sorte que les gens choisissent de faire un préarrangement funéraire, c'est d'avoir la tranquillité d'esprit, c'est-à-dire d'offrir la tranquillité d'esprit aux familles et à leur succession, qu'on soit de notre vivant en mesure de signifier nos dernières volontés. On profite du gel des prix sur les services, la flexibilité dans l'étalement des paiements qui peut aller de 1 à 60 versements, c'est-à-dire sur 5 ans. Puis l'argent, elle est sécurisée en fiducie pour les placements. Alors, ce que ça fait, c'est que à notre décès, il y a une succession, un testament. Fait que si on ne veut pas laisser à nos enfants qu'ils soient obligés de payer nos funéraires, le fait de prendre des préarrangements funéraires enlève le souci financier. Et aussi le fait que ça gèle les prix. Au moment du décès, tous les services que vous aurez choisis seront le même prix qu'au moment de l'achat. Alors, quelqu'un qui est décédé comme chez nous la semaine passée puis qui avait pris des préarrangements en 2005, c'était pas du tout les mêmes prix qu'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur un préarrangement funéraire. Alors, tout ce qui est rattaché à un fournisseur, comme les signets, les avis de décès, le prix d'un avis de décès, un buffet, ou etc., ou les fleurs, ça, on ne peut pas mettre ça sur un préarrangement funéraire parce qu'on ne peut pas le fournir immédiatement. Alors, c'est toujours la même chose, transport du défunt, formalité légale, l'achat d'une urne ou d'un cercueil, l'organisation des funérailles et la disposition finale, si ça s'en va en cimetière ou en columbarium. Je vous ai fait un exemple de coût de service. Alors, c'est une exposition cercueil, funérailles en église, cimetière. C'était assez difficile de trouver un exemple parce que c'est pas certain que vous allez choisir ça. On s'entend-tu là-dessus? Alors, le prix de ce contrat de décès-là est de 7 500 $. En plus des taxes. Ce que ça comprend, les formalités légales, le transport, la thanatopraxie, le directeur de funérailles qui vous accompagne en salon et en église, une exposition de 3 heures en salon, un cercueil de bois régulier, le corbillard, les porteurs et la descente de fosse. Parce que vous pouvez arriver puis dire, nous, les porteurs, ça va être quelqu'un de la famille. Alors, on ne veut pas acheter les porteurs. Ça c'est possible aussi chez nous. C'est sûr que va aussi également en surplus les fleurs, l'avis de décès, les signets, s'il y a une salle de réception et un buffet. Deuxième exemple. Une exposition des cendres et une funéraille en chapelle chez nous avec notre animateur. Le coût est de 3 500 plus les taxes. Alors, les formalités, le transport, la crémation, le directeur de funérailles, salon et chapelle, l'exposition en salon, une urne de moyenne gamme, parce qu'on a des urnes d'entrée de gamme, de moyenne gamme et de plus haute gamme, et la chapelle incluant notre animateur de cérémonie. Là, ce que je note ici, c'est que la disposition finale, c'est une remise de cendres à la famille, parce que la famille, elle suppose qu'elle va mettre les cendres parce que le décès est trop subi. Alors, ils n'ont pas de place en cimetière, puis ils n'ont pas non plus de place en columbarium. Ils veulent récupérer les cendres chez eux. À ce moment-là, ça sera un montant de 3 500 $. Je suis rendue à vous présenter mon équipe. Alors, chez nous, il y a 2 conseillers aux familles, Carole Darcini et Patrick Raymond. J'ai 2 animateurs de cérémonie, Michel Duval et Marc Perrault. On a 4 personnes qui s'occupent du transport des défunts et qui sont directeurs de funérailles. René Cournoyer, Yvon Gervais, Yvon Bélanger et Fernand Ladurantais. Je suis à la direction générale. Chantal Cabana est à la comptabilité et Lise Lucier est à l'accueil. Nos installations, alors nous, on est à l'accueil. Le columbarium, nous, il est à l'intérieur de nos locaux.
Ça, c'est une de nos 2 salles d'exposition. Notre salle de sélection des urnes et les cercueils et notre salle de réception qui est disponible aussi. Je suis rendue aux questions, commentaires et l'évaluation. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais savoir, je m'excuse, est-ce que tout le monde avait compris la question? Oui. Parfait. Alors, Madame veut savoir, le 2500 $, il est remboursé à quel moment après le décès? C'est environ 60 jours après le décès. Nous, on fait la demande aussitôt que vous prenez le rendez-vous avec le conseiller. Ça fait partie de nos formalités légales à compléter. On fait également la demande, là, ce que je disais tantôt, pour ce qu'on appelle la pension de veuve ou la pension de veuf, là, au niveau de la régie des rentes. Chez nous, le prix d'une urne, c'est 285 $ de prix, l'entrée de gamme, c'est ça. Et ça peut aller jusqu'à 2000, 3000, dépendamment mais nous, on n'en a pas chez nous de ce prix-là, mais on a des catalogues aussi, dépendamment de la demande. C'est sûr que les urnes d'entrée de gamme, c'est les urnes de bois. Par contre, si on s'en va en columbarium chez nous, on ne peut pas utiliser une urne de bois du fait que si jamais il y avait un feu, une explosion, comme il s'est passé au lac Mégantic, on voulait être capable d'être en mesure de retrouver les cendres. Alors, c'est pour ça qu'on va offrir des modèles qui sont plus costauds, comme du bronze, de l'acier, etc. Madame voulait savoir, je m'excuse, moi je la comprends la question. Madame voulait savoir le prix minimum pour une urne chez nous. Oui. Alors, Madame demande pourquoi est-ce qu'on a mis un prix 20 km si Madame, mettons, décéderait à Toronto. C'est un peu la même question qu'on a eue tantôt. C'est qu'au moment de l'achat, exemple, du préarrangement funéraire, on doit aussi consentir à un nombre de kilomètres au moment de l'achat. Alors, vu que nous, la coopérative de Saint-Hyacinthe, on rayonne un peu loin, on va jusqu'à Sorel. Alors, pour certains contrats de préarrangement funéraire, où est-ce qu'on sait que la personne a beaucoup plus de chances de décéder à Sorel, on va lui facturer, mettons, 1 $ de plus le kilomètre de chez nous. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. C'est au moment des préarrangements funéraires qu'on va faire cette action-là. Mais si vous vous décédez à Toronto, vous voulez vous en venir ici à Saint-Hyacinthe à la coopérative, là, à ce moment-là, ça va être la coopérative du Grand Montréal qui va aller vous chercher parce que c'est eux qui sont les plus proches. Mais nous, on n'en fera pas de frais au moment du décès. C'est ça, on le fait plus au niveau des préarrangements funéraires. Si quelqu'un est de Sorel, ça va nous arriver aussi. On ne peut pas charger le même coût à quelqu'un qui est de Sorel qu'on sait qu'on va aller chercher là-bas au moment où est-ce qu'il nous le dit que quelqu'un de Saint-Hyacinthe. C'est plus à ce niveau-là qu'on va mettre le frais. Puis au moment des préarrangements funéraires, au moment de la signature du préarrangement funéraire, si vous êtes de l'extérieur à plus de 20 km, c'est plus à ce niveau-là qu'on est obligé de le dire aussi. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que vous me faites un... Je vois là qu'ici, là, je vous parle carrément. Mais moi, j'ai une solution pour vous, madame. Venez faire vos préarrangements funéraires, puis vous allez voir, ça va tomber, ce 20 km-là. Madame dit, le 2500, il est imposable, puis il va sur la tête des héritiers. C'est vrai, parce que le 2500, il est imposable aux défunts, alors il s'en va à la succession. Alors, si la succession, c'est 3 héritiers, 4 héritiers, 7 héritiers, ben, il va charger de l'impôt là, à la succession. Alors, c'est plus de cette façon-là. Oui, c'est bon de le savoir. Le gouvernement ne fait jamais un don. Jamais. Jamais. Tout ce que la Régie des rentes nous dit, c'est que c'est chargé sur le rapport d'impôt du défunt. C'est ce qu'ils nous ont confirmé. Fait que ça veut dire que c'est ça. Mais s'il n'y a pas de succession, il n'y a pas eu de testament où il peut y avoir quelques dérogations comme ça, il faut que l'impôt soit payé parce qu'il y a quelqu'un qui a eu des sous.
C'est plus à ce niveau-là. Ça va arriver quand quelqu'un est sur l'aide sociale puis son conjoint vient de décéder. Là, ils sont vraiment mal pris. Ce que nous, on va faire, c'est qu'on va monter le dossier à l'aide sociale pour aller vers l'aide au dernier recours. Ça s'appelle comme ça. Alors, nous, on l'accompagne pendant un temps. Là, on complète les formulaires, les preuves de décès, etc. C'est certain que quand la personne nous le dit, qu'il n'y a pas d'assurance vie ou autre, nous, notre rôle, c'est que ça aille selon leur budget. Alors, nous autres, on est vraiment garants là, de ça. Pour pas que les gens aient à nous payer après des 1000 $ là, parce qu'ils n'y arriveront pas de toute façon. Ça, je ne peux pas vous dire qu'on a cette expérience-là. Ce qu'on a l'expérience, surtout, c'est que les gens nous disent « J'ai pas une scène, il faut que j'enterre ma mère, qu'est-ce que vous avez de moins cher? » Ça, c'est plus les questions comme ça qu'on a. Là, à ce moment-là, on va demander, c'est sûr et certain que s'il y a une exposition du corps, bien, on va y aller plus vers une location. Parce que nous, notre rôle, là, c'est vraiment de sortir les prix pour chacun. C'est crémation, thanatopraxie, location de cercueil. On va y aller comme ça. C'est sûr qu'on tient absolument que les gens fassent un rituel. Mais s'ils n'ont pas les sous pour aller en funérailles religieuses ou qu'ils n'ont pas les sous pour venir en chapelle, on va regarder avec eux autres une autre forme de rituel. On peut faire un rituel dans notre columbarium où ce qu'on n'a vraiment pas besoin d'un animateur, où ce qu'on pourrait lire des prières. On essaye de faire quelque chose quand même, d'accompagner les gens. Monsieur dit... mettons que moi, j'ai donné mes dernières volontés, puis dans mes volontés, j'avais dit une forme de cérémonie, puis est-ce que ça se peut que la famille, c'est-à-dire les enfants, nous disent, nous autres, on veut ça, on veut autre chose ou on veut ça différemment? Oui, ça nous arrive. Oui, ça nous arrive. C'est sûr que notre rôle à nous, si on a un dépôt de volonté ou si on a des arrangements préalables, on va dire à la famille, c'est qui le liquidateur testamentaire? Là, mettons, c'est le monsieur, puis le monsieur, il dit... Moi, je sais que mon père, il aurait aimé telle prière ou il aurait aimé telle prière, mais c'est pas dans son testament. Ou moi, j'aurais besoin de lire telle prière. Fait que c'est sûr que là, on va se fier aussi au liquidateur testamentaire qui, lui, a un besoin. Parce que ce qu'il faut pas oublier, au moment de notre décès, c'est pas nous qui sommes en deuil. C'est notre famille. Puis eux ont besoin de faire leur deuil. Eux ont besoin de cheminer là-dedans. Et c'est ça qui est important. C'est sûr que nous autres, le monsieur dit, si moi je veux une urne en bois, puis eux autres, ils veulent m'acheter un cercueil en bronze, en tout cas en marbre, etc., puis qu'ils veulent monter ça à 50 000, c'est sûr que nous autres, notre rôle, c'est le préarrangement. Si vous voulez que vos volontés soient extrêmement respectées, parce qu'un préarrangement, c'est pas notarié, ça. Il faut le mettre dans le testament. Là, le testament, vos enfants n'auront pas le choix de vraiment respecter. Le dépôt de volonté, mais là, je vais parler chez nous, là. Le dépôt de volonté, c'est comme des choix, comme un préarrangement funéraire. Par contre, il n'y a aucun montant qui est payé. Alors, la personne qui dit, moi, je veux le transport du défunt, les formalités légales, blablabla, mais je veux rien donner, mais je veux que tout le monde sache que je veux me faire incinérer, je veux une urne de bois et non pas un cercueil en bronze. À ce moment-là, c'est mis dans un dépôt de volonté chez nous. On ouvre un dossier, c'est un dépôt de volonté. C'est sûr et certain, comme je disais tantôt, le testament, c'est obligatoire de suivre les dernières volontés de quelqu'un. Mais, c'est sûr que le dépôt de volonté, lui, il nous dit ce que la personne voulait au moment du décès. Il n'y a rien de notarié et c'est un document qui n'est pas légalement approuvé. Par contre, moi, ce que je vous conseille fortement, si vous faites un testament, donnez une copie à un de vos enfants ou à une personne en qui vous avez confiance, qui pourra venir au moment du décès, c'est-à-dire le liquidateur testamentaire. Est-ce que ça répond bien, Mme Rochon? Un gros merci, Mme Bergeron. C'était vraiment instructif et puis vraiment un gros merci. J'inviterai tout de suite Mme Rochon. Bonsoir tout le monde. Je suis bien contente de vous voir en grand nombre. Je ne m'attendais pas à autant de personnes. Je suis bien contente. Donc, vous voyez bien? Ça va? OK.
Donc, je m'appelle Joyce Rochon. Je travaille pour les constructions de mausolées Carrier depuis bientôt 22 ans. Alors, on est spécialisé dans la construction de mausolées, columbariums. J'ai également je me suis fait un devoir au fil des années d'aider les gens à prendre les meilleures décisions possibles en fonction des besoins qu'ils avaient. Alors, c'est pas parce qu'on veut un columbarium que c'est toujours le plus gros, le plus cher, le plus ci, le plus ça. C'est toujours d'aller chercher ce que vous avez besoin dans votre communauté. Alors, c'est un peu pour ça aussi que ce soir, je me permets d'être ici avec vous. Donc, ce que j'ai fait dans cette présentation-ci, c'est que j'ai essayé de voir un peu, je voulais vous montrer un peu c'était quoi des columbariums, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on choisit ça, et vous amener jusqu'au projet de la paroisse du cimetière, afin que vous compreniez un peu de quelle façon on procède pour ces choses-là. Je parle pas trop vite, ça va? Bon, voilà. Alors, on a parlé, M. Gadebois, tantôt, vous montrait où est-ce qu'était votre cimetière. Donc, je pense que vous savez à peu près tous à quel endroit il se trouve. Alors, c'est l'endroit qu'on a désigné. Et c'est ça. Donc, dans l'optique du cimetière, pourquoi on a dit peut-être qu'on devrait aller s'acheter un columbarium, on devrait offrir un columbarium à notre communauté parce qu'il y a différents besoins qui se font ressentir. Que ce soit la crémation qui augmente un peu partout. On parle au Québec des endroits qui ça peut aller de 60 à 95 %. Alors, c'est pas peu dire. Et c'est pour dire aussi que ces gens-là qui vont choisir la crémation ne veulent pas nécessairement être enterrés. Il y en a qui vont avoir des lots, ils vont avoir des possibilités d'enterrement, mais c'est pas ça qu'ils vont vouloir chercher. Ils vont vouloir avoir peut-être un columbarium intérieur, peut-être un columbarium extérieur. Ils vont vouloir les ramener à la maison. On va parler de cet aspect-là tantôt. Mais l'important, c'est que nous, cimetières, on puisse offrir à nos gens, à nos paroissiens, des solutions différentes et intéressantes pour eux. Donc, je parle toujours en tant que cimetière, là, je suis avec vous autres sur le même bord de la clôture. Donc, pour nous autres cimetières, le fait que les gens aillent vers la crémation, ça fait qu'il y a moins d'inhumation dans notre cimetière avec les cercueils, moins de sous qui rentrent, il va y avoir moins de visiteurs, on va avoir tout ce qui va toucher les opérations régulières des cimetières depuis X nombre de centaines d'années, ça n'a plus lieu aujourd'hui. Les choses changent drastiquement et ça fait que nous autres, les cimetières, on a de la difficulté à vivre avec ça. Puis, nous, citoyens, nous, êtres humains, dans notre propre communauté, on veut que nos cimetières perdurent parce que c'est notre histoire, c'est notre famille, c'est notre patrimoine. C'est important qu'on puisse considérer ça. Il y a aussi, comme Madame nous disait tantôt, les maisons funéraires, les complexes, les coops et tout ça. Ces gens-là offrent des nouvelles alternatives aux gens. Alors, on ne veut pas être en reste. Nous, les cimetières, qu'est-ce qu'on peut offrir à nos citoyens qui soit aussi intéressant que ce que ces gens-là vont offrir, qui est tout aussi intéressant, là. Je ne veux pas porter du jugement d'aucune façon, là. On ne veut certainement pas disparaître. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous autres. C'est vous autres qui êtes importants ce soir, mais je me promène dans des communautés comme ça un peu partout et vous avez tous les mêmes problèmes. Comme monsieur mentionnait tantôt, on ne veut pas que nos cimetières ferment. On ne veut certainement pas que les municipalités les prennent en main. Même si c'est très difficile, rassurez-vous, monsieur, c'est très, très rare que ça arrive, surtout aujourd'hui. Mais si on ne réagit pas, si on ne prend pas action pour s'assurer qu'on a des sous qui rentrent dans nos caisses, on va mourir, on va être obligé de laisser aller tout ça, puis le laisser ne plus être entretenu, ne plus rien arriver. Donc, notre patrimoine, notre histoire, nos familles, il n'y a plus personne qui va s'en occuper. Puis c'est certainement pas ce que personne peut vouloir. L'autre chose aussi, quand on est un cimetière, puis on a fait la réflexion avec les gens de la paroisse, c'est est-ce que les gens nous connaissent? Là, vous allez me dire, bien, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je vous dirais que 8 fois sur 10, quand je donne une conférence avec un conseil d'administration, j'ai la plupart des gens qui ne savent pas où est le cimetière et 90 % qui n'ont jamais mis les pieds dedans. Pourtant, c'est les gens qui s'en occupent. Je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde, là. Donc, les cimetières, c'est peu connu. Madame le saurait sûrement le dire. Vous êtes, je pense que vous voyagez souvent en Europe. En Europe, on a la philosophie d'aller visiter les cimetières. On va voir ce que ça a l'air. On va au cimetière du Père-Lachaise, on va aller en Italie, on va aller un peu partout. Ici, au Canada, au Québec, on n'a pas cette mentalité-là. Donc, nos cimetières sont peu visités ou presque jamais visités. C'est peu connu. On ne sait même pas où ils sont et qu'est-ce qu'il y a dans ces cimetières-là. Alors, c'est pour ça qu'en tant que cimetière, si on décide d'aller vers une orientation de columbarium, la première chose à faire, c'est de faire savoir qu'on a un cimetière, puis qu'il reste de la place. Puis qu'en plus de rester de la place, on va établir un nouveau columbarium. Mais il faut se faire connaître. Je vais vous le répéter souvent, ça, mais je vous jure qu'il faut en parler pour que nos concitoyens soient au courant que ça existe. Donc, quand on part avec un sujet de columbarium, on se dit, bon, ben, on fait ça comment? Ce qu'il faut faire, c'est pas juste de dire, bon, on va prendre un columbarium XY, puis on va le mettre dans le coin ce bord-là, puis ça devrait être pas pire. D'après moi, le monde va aimer ça.
C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va déterminer un emplacement précis, puis on va se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire au fil, faire un genre de plan quinquennal, si je peux me permettre. On va dire, bon, ben, on pourrait faire ceci cette année ou l'année prochaine. Dans 5 à 10 ans, au fil des besoins, on va continuer, puis on va installer autre chose, mais on va essayer de le prévoir en phase réaliste pour notre communauté à nous autres. On va identifier le meilleur emplacement. Comme vous pouvez voir, il faisait chaud la journée que je suis allée. Il était plus chaud, moins chaud qu'hier. Donc, on va essayer de déterminer l'endroit. C'est moins visible que ce que M. Gadebois vous a montré tantôt, mais c'est toujours vers les portes. Vous allez voir un peu mieux sur la prochaine slide, là. Alors, on va essayer de voir de quelle façon on peut faire quelque chose. Alors, nous, quand on va sur place, on va déterminer un emplacement et on va fabriquer un plan. On va dessiner un plan qui nous montre au fil des 5, 10, 15, 20 prochaines années où on pourrait aller avec ça. Pour ne pas se retrouver demain matin avec un columbarium comme celui que vous voyez là, qui serait votre première phase de projet, quelque chose qui pèse à peu près 20 000 livres, et dire « Moses, on n'aurait donc pas dû le mettre là. On aurait dû le mettre 10 pieds plus loin parce que là, je veux faire d'autres choses. » Fait que l'importance de ce plan-là est là. On est capable de bien le positionner dès la première phase de projet. Et pour les gens du cimetière, ou même vous autres, quand vous allez en parler avec votre famille, vos enfants, des amis, s'il n'y a pas de place dans le premier, on a des phases subséquentes de déterminer au fil du temps. Et comme monsieur vous disait tantôt, lui, il était plus de ce côté-ci. Moi, je me suis approchée un peu plus, puis on voit les portes avec le stationnement qui est là. Alors, la maison que vous parliez tantôt est à votre extrême droite, donc pour vous positionner un petit peu. Donc, c'est important quand on parle de crémation, puis là, je vais sûrement vous faire tiquer un peu, mais la plupart des gens qui vont se diriger vers un columbarium, ce sont souvent des gens qui n'aiment pas les cimetières. Ils n'aiment pas ça aller là, parce que généralement, là, si tu y touches ou tu t'approches, tu meurs à peu près dans 24 heures. Donc, on ne veut pas aller là, OK? Alors, quand on va vers un projet de columbarium, on veut s'assurer que les gens vont pouvoir y aller de façon très rapide. Soit un petit babaille en passant, où on arrête, on fait juste s'allonger le cou, puis on est rendu. Mais on ne veut pas traverser le cimetière. On ne veut pas marcher sur des cadavres. OK? C'est le principe de l'affaire. Puis vous en parleriez autour de vous, puis vous dire, je le dis au bureau, puis mes collègues ne me croient pas, mais c'est une réalité, là. Parlez-en autour de vous, les gens vont vous dire, tu as le petit frisson, le body language qu'on appelle le petit nez qui crochit, là. Puis on se dit, bon, alors, on va pas au cimetière, pas besoin d'aller au cimetière. Tandis que quand on parle d'un projet de columbarium, souvent, on va le faire plus proche des portes. Et là, à ce moment-là, les gens n'ont pas ce réflexe-là parce qu'ils ne sont pas si loin que ça. Ils n'ont pas besoin de s'avancer à l'intérieur du cimetière. Dans les columbariums, si on recule de peut-être 30 ans, on faisait des niches qui mesuraient à peu près 10 pouces, 11 pouces par 11 pouces ou 12 pouces par 12 pouces au fil des années. Maintenant, de plus en plus, je vous dirais, depuis les 5 dernières années, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on a des demandes pour tout type de grandeur. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je suis toute seule, je veux une niche simple. On va faire quelque chose d'à peu près 9 pouces de large. Il y en a d'autres qui vont dire, ben grand-maman reste avec nous autres, on veut une niche pour nous 3. Fait qu'on va faire quelque chose d'à peu près 18 pouces de large. Il y a différentes grandeurs comme ça qui se font. Alors, dans un columbarium extérieur, vous allez voir là, de la façon que c'est construit, je vais vous le montrer tantôt, il y a différentes possibilités de grandeur qui peuvent être adaptées. C'est sûr qu'il faut le prévoir avant de l'installer, mais ça se fait bien. Donc, un columbarium, de façon générale, c'est constitué des niches. Les niches, donc, c'est les boîtes dans lesquelles on va mettre les urnes. C'est un module qui est fait en aluminium. Et c'est fermé par une porte aussi d'aluminium avec une clé, comme une boîte à lettres. OK? Et ensuite, il y a la façade de granit, la dernière petite photo dans le bas, qui a 3/4 de pouce d'épais, qu'on va aller poser avec 4 rosettes aux 4 coins. À l'extérieur, c'est comme ça. La structure de l'unité, donc, qu'est-ce qui fait que ça se porte et que ça résiste au temps? C'est tout en granit massif. Alors, il n'y a pas de danger que ça s'affaisse, que ça crochisse, aucun danger. Ça peut durer des centaines et des centaines d'années, comme vous voyez les pierres de granit dans les cimetières. Je ne parle pas des petites pierres de calcaire blanche qu'on voit tout croche un peu partout dans les vieux cimetières. Auparavant, c'était comme ça. Mais maintenant, les grosses pierres de granit, je pense que noir, rosé un peu, vous en avez vu de toutes les sortes, là. Alors ça, c'est du granit, il n'y a aucun problème. L'eau n'affectera pas ça, la glace, la neige, il n'y a aucun danger. Quand on va avoir déterminé notre plan, l'endroit où on veut le positionner, le type d'unité qu'on va choisir, je vous montrais tantôt l'unité, la carrée qui était la première ici, on va essayer d'informer nos gens. Alors, les gens du cimetière vont vous proposer, vous dire, regardez, ça s'en vient, notre projet va avoir l'air de ça. Ça, c'est un exemple, là. Notre projet va avoir l'air de ça parce qu'on veut montrer aux gens. Puis moi, la première, un plan, là, regarde ça, ça a l'air bien beau, là, mais je comprends pas grand-chose. Fait que je veux voir une photo. Montrez-moi qu'est-ce que ça va avoir là, cette affaire-là, pour que, tu sais, si on veut mettre quelqu'un qui nous est cher là-dedans, on veut que ça soit joli, on veut qu'il y ait une certaine, un look, si je peux me permettre. Fait qu'il faut que ça soit joli.
Maintenant, quand on est un cimetière et puis qu'on embarque dans un projet comme ça aussi, on veut être capable de dire aux gens, bien, écoutez, voici ce qu'on a prévu, ça a l'air de ça, on va l'installer telle date, vous allez pouvoir y avoir accès telle autre date. D'ores et déjà, à partir du moment où le contrat avec l'entrepreneur est signé, ils peuvent d'ores et déjà vous offrir des niches. Vous pouvez choisir l'emplacement que vous voulez. Parce que c'est un peu comme un condo dans le sud, cette affaire-là. Alors, plus on monte, plus ça coûte cher. Plus c'est haut, à un moment donné, on descend un peu parce que c'est moins attrayant. On a toujours l'équivalent des yeux et du cœur qu'on appelle, là, qui est l'endroit où les gens vont pouvoir mettre la main ou vont pouvoir regarder leurs défunts dans les yeux. Puis c'est vraiment, on parle d'émotion ici. Là, okay? Quand on veut quelque chose, on va vouloir quelque chose sur le côté que l'arbre que maman elle aimait beaucoup regarder, ou mon père aimait mieux telle autre affaire, ou un autre défunt va préférer telle ou telle chose. C'est des choix, ça c'est chacun. On choisit en fonction de ce qui est important. Puis c'est tout correct. Donc, ce columbarium-là, quelle que soit sa forme, il est supporté par une base à l'épreuve du gel. La même chose qu'une maison, un immeuble ou quoi que ce soit. C'est pas une base comme un monument. Je me souviens pas ici si vous l'avez fait à l'épreuve du gel, là, mais c'est vraiment une base qui supporte la gelée puis qui bougera pas jamais. Alors, quelque chose de 4-5 pieds de profond, là, dépendamment des territoires. Alors, chez nous, en particulier, on va fournir les plans pour que ça soit fait de la bonne façon pour être en mesure de garantir l'unité de columbarium. Les gens du cimetière, en gestionnaire responsable, demandent ça parce que sinon, s'il y a un bris ou il y a quoi que ce soit, c'est vos sous qui s'en vont. Là. On ne veut pas ça. Donc, il faut que ça soit bien fait. Et le jour d'installation, moi, j'ai toujours à mes clients, les cimetières, donc, assurez-vous d'en parler à votre monde parce qu'on a toujours des visiteurs. Il y a toujours des gens qui viennent voir de quelle façon on installe ça, cette affaire-là. Puis, c'est bien fait, ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est quand même impressionnant avec la grue ou des fois, c'est un petit chariot élévateur, dépendamment des unités. Et on installe sur place. Et au moment où nous, on repart, c'est prêt à être utilisé. Là, on peut faire une mise en niche dès le même soir s'il faut. Il n'y a aucun problème. On va essayer aussi de penser, nous, à l'intérieur de notre administration de cimetière, d'aménager un peu cet endroit-là. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un jardin botanique, c'est pas ça que je dis, mais on va mettre de la pelouse, on va le dégager, on va peut-être essayer d'installer un banc ou deux pour que ça soit accueillant, que les gens veulent venir s'y asseoir, s'y installer, faire un peu de lecture ou le bébé dort, on peut en profiter pour s'asseoir un peu. Donc, c'est un endroit qui se veut invitant. C'est sûr qu'on n'ira pas passer notre samedi soir là, mais si on peut s'y asseoir quelques minutes puis qu'on est bien parce qu'il fait beau dehors, pourquoi pas? On fait une balade à vélo, on décide qu'on arrête en passant parce qu'on dit un petit bonjour à grand-maman, pourquoi pas? C'est là pour être accueillant. Je dirais pas invitant, mais je vais dire accueillant, serein, apaisant aussi, ne serait-ce que pour amadouer un peu ce deuil-là qu'on a à vivre, qui est si difficile à vivre souvent. Je vous parlais de banc, je vous parlais d'environnement, c'est toujours ça. Cet environnement-là, on le fait, oui, pour les défunts, mais entre vous et moi, c'est pour nous autres qu'on fait ça. C'est nous autres qui va aller visiter ces gens-là. C'est nous autres qui va aller là. C'est nos enfants, c'est notre famille. Alors, c'est pour eux qu'on va essayer d'aménager ça d'une belle façon pour qu'ils se sentent enclins à nous dire un bonjour. Si c'est repoussant à chaque fois qu'ils vont dans le cimetière, c'est pas d'avance. C'est pour ça que c'est souvent cet nouvel avènement-là au niveau des columbariums, ça nous permet d'aménager le cimetière d'une façon différente de ce qu'on est habitué de voir au fil des années. C'est souvent beaucoup plus invitant pour monsieur, madame, tout le monde. On parlait tantôt des fameuses urnes non répertoriées. Alors là, moi, je vous parle, et puis mon mari m'est témoin, c'est lui qui est mon directeur de Piton ce soir. Alors, il était policier dans son eau de vie, et des urnes dans les déchets, des urnes dans les coffres de voiture, des urnes dans les chalets, des urnes en arrière, en dessous du balcon, des urnes dans le garde-robe. Nommez-le, pensez-y, ça existe. Ça fait 22 ans que je fais ça, je vous garantis que ça existe. Michel en a eu sur son bureau au poste de police. Alors, les éboueurs de la ville, les vidangeurs, comme on dit en langage commun, là, c'est des gens qui en ont trouvé tellement régulièrement, c'est épouvantable. Et je me dis, j'en fais quasiment un cas personnel, je me dis, si nous autres contracteurs, on n'est pas assez, il faut être assez bon pour faire quelque chose d'intéressant pour que monsieur, madame, tout le monde décide que ils vont mettre l'urne dans cet endroit-là. Que ce soit chez madame à la coop, que ce soit chez nous parce qu'on a fait quelque chose dans un cimetière qui est intéressant. Mais il faut, notre but à tous, c'est de construire et de faire un aménagement intéressant pour que ces urnes-là aillent au bon endroit. Il ne nous viendrait jamais à l'esprit de garder le cercueil de grand-maman en arrière sur le balcon. On n'a pas le droit parce que l'environnement, ça en met de la partie, mais ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Ça devrait être la même chose pour les urnes. Laissons les défunts avec les défunts, puis faisons notre deuil de la bonne façon pour être capable de passer à travers et de continuer à vivre. Donc, si nous, cimetières, si nous, fournisseurs, si nous tous, on est capable de faire ça d'une belle façon, de créer de beaux environnements, on va être en mesure de vous offrir des choses plus intéressantes qui vont vous amener
à être là, à mettre vos urnes là, à mettre vos défunts dans les cimetières, dans des beaux environnements. On va en parler, on va en discuter, on va faire des petits papiers. Ce soir, je vous ai fait des petits formulaires. Vous allez en parler chez vous, vous allez en discuter avec vos amis. Vous allez prendre un verre de vin ou un café un soir, puis vous allez en jaser. C'est ça qu'on veut. Parlez-en, posez des questions, dédramatiser ça. On parle seulement d'un état de fait, de qu'est-ce qu'on voudrait faire. Ça ne fait pas mourir, ça ne rend pas malade. Il n'y a pas de danger, je vous le certifie, mais parlons-en, parce qu'un peu comme on parlait tantôt, au moment où votre testament va être ouvert, il est trop tard. Vous n'êtes plus là, vous êtes enterré, vous êtes incinéré, vous êtes je ne sais pas quoi, mais au moment que le testament est ouvert, il est trop tard. Il faut absolument qu'il y ait eu une volonté partagée avec soit votre liquidateur, ou soit dans la famille, ou votre conjoint, ou vous ayez fait des dépôts de volonté, comme Madame disait. Mais au moment de l'ouverture du testament, là, il est trop tard, tout est fait. Fait qu'il faut que vous puissiez en parler. Puis si on en parle, bien, des fois, on peut faire des arrangements communs parce qu'on est toujours avec le beau-frère et la belle-sœur. Bien, tu viens-tu? On pourrait s'acheter une niche dans tel columbarium. On va aller voir ça ensemble. Quand on fait ça à quelques-uns, des fois, c'est moins dramatique. C'est tellement triste d'être obligé de prendre des décisions comme ça quand l'autre est malade, à l'agonie ou quelque chose comme ça. On est mieux d'en discuter quand on est en pleine forme. On peut juste en rire un peu, puis c'est plus agréable et moins tragique pour tout le monde. Alors, je vous le dis, puis je tape dessus. Parlez-en, 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 parlez-en. Posez des questions, informez-vous. Comme je vous dis, ça ne tue pas, il n'y a pas de danger. Puis pour les gens qui, comme eux autres, comme M. Gadebois et son groupe, qui mettent un projet comme ça de l'avant, c'est intéressant de voir ce que vous en pensez. Ça a-tu de l'allure, cette affaire-là? Qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi l'information qui n'est pas claire? Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire, nous, les fournisseurs, pour rendre ça plus ouvert comme sujet, que ça soit plus attrayant comme look, comme façon d'être présenté? Alors, si vous impliquez un petit peu plus, ne serait-ce que par un commentaire ou deux, on est capable toutes de s'ajuster puis de vous rendre ce que vous avez besoin. Puis là, je m'adresse aux gens de cimetière, puis je m'adresse à toutes vous autres aussi. Quand on fait un projet comme ça, et je vous jure, ça m'est arrivé tellement de fois, assurez-vous que vous connaissez votre produit, mais que les gens qui gravitent autour de vous autres, des fois, c'est celui qui creuse des fosses, d'autres tantôt, c'est celui qui va aller tondre le gazon, d'autres tantôt, c'est des bénévoles qui vont aller planter des fleurs. Assurez-vous que ces gens-là sont bien informés, qu'ils savent qu'est-ce qui est dans votre... Il y a un nouveau columbarium qui s'en vient. Dans un columbarium, on met des urnes. La niche, là, c'est pour mettre des urnes. C'est tous des petits mots-clés qui sont bien insignifiants quand on parle comme ça ce soir, mais que pour les gens, le commun des mortels, souvent, c'est pas clair. Cimetière, il y a des morts. Où est-ce qu'ils sont? Dans quelle forme? Comment c'est gros? On n'a aucune idée. Donc, donnons la bonne information. En parlant toujours, comme je vous disais tantôt, on est capable d'avoir la vraie réponse, la vraie information. On dédramatise, on sait de quoi on parle, puis on peut plus demander ce qu'on veut. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Comme je vous disais, en Amérique du Nord, on ne va pas dans nos cimetières. Fait que je ne changerai pas les habitudes du monde entier aujourd'hui, là, ça c'est clair. Mais ne serait-ce que se dire qu'il y a des possibilités qui existent pour nos défunts, qui sont très, très, très honorables, très respectueuses, et que nous, les vivants, il faut continuer à vivre. Quand on est dedans, malheureusement, qu'on se dit, mais au fil du temps, la vie reprend le dessus. Et puis, il faut surtout mettre ces défunts-là avec ceux auxquels ils doivent être associés. Et non pas, quand on déménage, de les avoir laissés dans le cabanon parce qu'on les a oubliés, ou les avoir laissés au chalet, puis qu'encore là, on l'a vendu, puis on a oublié de s'en occuper. Je vous dis, je suis sûre que c'est pas le cas de personne ici, mais ça existe tellement, si vous saviez. Donc, assurons-nous de faire les choses avec la bonne information pour être sûr que on ne regrette rien après, parce qu'il n'y a pas à dire, on ne peut pas le déterrer puis changer de place, là, ou bien on ne peut pas mettre l'urne ailleurs si on l'a envoyé à droite ou à gauche. Donc, pensons-y comme il faut quand on est en forme, c'est pas épeurant, puis on peut faire les bons choix à ce moment-là. Je vous remercie infiniment. Alors, les ruches d'abeilles en question mesurent environ 3 pieds d'eau par à peu près 1,5 pied de large. Alors, oui, c'est fait, c'est haut comme ça, c'est tout en granit, c'est pour une famille. On peut mettre de 2 à 6 urnes à l'intérieur d'un petit columbarium comme ça. Moi, je les appelle mes columbariums familiales, justement. Ce sont des columbariums familiaux. C'est pour une famille unique. Et puis ça, c'est pour être greffé, par exemple, comme M. Gadebois, ils ont prévu un jardin. Mais ça, c'est pour être mis avec le jardin. Michel, es-tu capable de retourner au début de la présentation? J'avais la photo j'avais le plan du jardin, puis on envoyait. Fait que ça peut être, par exemple, eux pourraient dire, on met des gros columbariums et on positionne ces petits columbariums-là au pourtour. C'est pour des familles. Je vais vous en montrer, là. Ça va dépendre de ce que le cimetière va faire. Par exemple, s'il en achète seulement qu'un versus s'il en achète 4, le prix va varier beaucoup. Mais c'est quelques milliers de dollars.
Parce que ça prend une fondation, ces choses-là. C'est toujours ça qui est le chose. Parce que si, dans le cas d'un monument, si on ne met pas sur une fondation, généralement, le monument, il va être croche au fil du temps. OK? Dans le cas d'un columbarium, parce que c'est une cavité qui est ouverte avec des portes et tout ça, non seulement il va crocher, mais il peut aussi briser. Parce qu'en crochissant, le fait que ce n'est pas une masse solide, il peut briser avec le temps. Ou on peut ne plus être capable d'ouvrir la porte frontale. L'unité, ça va être celle du milieu. C'est celle qui est en haut qu'on voit. Pour vous donner une perspective, là, ça mesure à peu près 12 pieds d'eau par environ 8 pieds de large. C'est carré, OK? Donc, ça, c'est la première qui va être au centre. Voyez-vous le carré qu'on voit au centre du plan, là? Il y a des petits carrés en haut. C'est des unités familiales, comme vous me demandez. Alors, moi, je suggère de les positionner à ces endroits-là au fur et à mesure des familles. Ça, c'est des unités qui sont 2 niches de large seulement, plus hautes. Mettons à peu près 8 à 9 pieds d'eau. Par exemple, vous diriez, je sais pas moi, j'ai eu 5 enfants, puis ils sont tous mariés, ils ont des petits-enfants, puis on aurait aimé ça acheter quelque chose juste nous autres. Mais vous pourriez prendre un obélisque qu'on appelle, et ça pourrait être pour vous autres, parce qu'il y a à peu près une vingtaine de niches à l'intérieur de ça. Ou vous pourriez acheter seulement un côté. Ou après, acheter seulement, quand je dis acheter, là, excusez-moi, vous faire concéder une niche pour mettre vos 2 urnes, par exemple. Non, mais vous achetez la quantité de niches que vous désirez. Mais en principe, c'est une niche par couple ou par 2 personnes, en principe. Les portes en aluminium sont assez solides. C'est surtout la porte de granit qui fait la job. À 3/4 de pouce d'épais, là. Oui. Le derrière est au centre de l'unité parce que j'ai des niches tout le tour de mon unité. De granit. C'est ça, exactement. Chacune est indépendante une de l'autre. OK? Oui. Petite précision, la question n'a pas été posée, mais je réponds à celle que ça a été mentionné tantôt au niveau des urnes, les matériaux des urnes. Dans un columbarium extérieur, il n'y a pas de loi, mais je suggère fortement de ne pas utiliser d'urnes de bois. Et la raison en est bien simple, c'est que le bois, avec le temps, dans une unité comme ça au soleil, là, ça va venir très chaud là-dedans. Les petites cages là, sont en métal. Alors, le bois, à la longue, va sécher et va se fendiller. Et quand on va ouvrir la niche pour mettre la 2e urne, par exemple, bien, le bois peut être fendu. Les cendres pourraient même commencer à avoir coulé par l'interstice qu'il va y avoir dans l'urne de bois. Alors, moi, je suggère fortement à tous mes clients de ne pas accepter d'urnes en bois, d'accepter des urnes qui sont non périssables. Ça peut être du polymère, ça peut être du métal, ça peut être du marbre, du granit, ce que vous voulez, de la céramique, mais pas de bois. Le bois va en terre. Pour ma part, comme je vous dis, ça c'est ma suggestion en fonction de ce que j'ai vu et connu. Ce n'est pas une loi, c'est la loi Joyce. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu, madame? Est-ce que c'est assez clair? Oui? OK. Vous voyez la première en haut, là, comme monsieur dit, c'est tout en métal. OK? Il y a un petit tapis dans le fond là, pour pas que ça soit moins... Ça fait un drôle de bruit, là, je le ferai pas, là, mais ça fait un drôle de bruit quand on met une urne. Ça grille. Ensuite, la deuxième, vous voyez, vous avez la porte d'aluminium qui est là avec la clé et ça s'enlève carrément. On peut carrément l'enlever, la porte. On la met par terre quand on fait une mise en niche. Et la troisième, on a reposé notre porte d'aluminium et on appose la porte de granit sur laquelle ça va être gravé le nom de chacun des défunts. Est-ce que c'est plus clair? OK. Mais l'aluminium, comme on sait, il y a une certaine épaisseur, mais c'est pas ça qui est structural quand on veut mettre quelque chose à l'extérieur. C'est pour ça que je vous spécifiais tantôt que l'unité est entièrement recouverte de granit de différentes épaisseurs. Il y a des morceaux qui ont 6 pouces d'épais, d'autres morceaux 4 pouces d'épais, dépendamment de ce que c'est. Et c'est ça qui forme la structure de l'unité au complet. Puis ça repose sur une base de granit très épaisse. Dans une niche, en principe, on peut accueillir 2 urnes. Et quand je parle avec les gens de cimetière, je leur dis tout le temps, assurez-vous de le marquer comme ça, que ça peut accueillir 2 urnes. Parce que si vous achetez une urne qui est très ronde, comme une jarre quelconque, la deuxième probablement n'entrera pas, parce que souvent, ça peut mesurer quasiment 18 pouces de large quand c'est des urnes qui sont très rondes. Si c'est très carré, aucun problème. Mais ça va dépendre de ce que vous, famille, allez choisir. Alors, si vous, famille, ne tenez pas compte des mesures qui vous ont été données au moment où vous signez le contrat, c'est pas leur responsabilité à eux, c'est la vôtre. C'est pour ça que ça peut accueillir 2 urnes, mais ça peut être seulement qu'une, dépendamment de l'urne que vous allez choisir. Par contre, de notre côté, on ne peut pas en mettre 3 à l'intérieur d'une niche. Parce que quand le cimetière va déterminer qu'est-ce qu'ils vont faire puis de quelle façon ils vont lettrer, s'il y a 3 défunts à l'intérieur d'une même niche, au niveau de l'inscription, ça ne rentrera pas bien sur la façade de niche. Puis on sait très bien aussi que c'est à peu près impossible que vous puissiez mettre 3 urnes, à moins d'utiliser les boîtes de crémation en plastique.
La grandeur d'une niche, généralement, c'est, dans ce cas-ci spécifiquement, là, c'est 11,78 par 11,78 par 11,78. Mais ça dépend. Puis ça va être écrit sur votre contrat. Ils vont l'indiquer spécifiquement quelle est la grandeur de la niche que vous allez avoir choisie. Parce que dépendamment, comme je me souviens pas si c'est la 13 pouces et demi que j'ai vendue ici, là, je suis pas certaine, mais dépendamment de ce que vous allez utiliser, de ce qui a été acheté, c'est cette grandeur-là que vous devez respecter. Mais les gens qui vont vous concéder la niche, ils vont vous la donner la bonne dimension.